Bon, donc on va reprendre. Merci donc d'être là, d'être revenu ou d'être arrivé. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Alejandro Pérez Luna, qui est un collègue que je connais bien depuis de nombreuses années. Et Alejandro est vraiment quelqu'un du Carbagnon. Donc on a affaire à un spécialiste du domaine. J'en suis très content. Donc je vais vous raconter un petit peu la vie de Alejandro, qui est né à Madrid, arrivé à 12 ans en France, et puis très bien intégré en France, puisqu'il a eu un très beau parcours. Il est ingénieur de l'ENSCP, Chimie ParisTech, fait son DEA multinational à l'école polytechnique, et un stage de master avec Élie Stéphan et Franck Lebidaud. Puis une thèse à l'époque, ce qu'on appelait Paris 5, René Descartes, donc au Saint-Père, avec Laurent Micoin, où il a travaillé là sur l'hydroboration, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Et puis pendant cette thèse, il a fait un premier séjour, enfin à la fin de cette thèse, il a fait une occasion chez Paul Knoschel, qu'on a également vu, où il a travaillé sur les organoboranes et leur réactivité en présence de zinc. Et puis surtout un postdoc de 2 ans à l'Université de Genève avec Peter Kundig sur les chromes tricarbonyles. Il est rentré au CNRS en 2004 pour travailler avec Fabrice Chemla. Dans ce cas-là, à l'époque, c'était l'UPMC, bien sûr Sorbonne Université. Et puis, donc, il a gravi tous les échelons, contribué de façon significative à de nombreux domaines, notamment les réactions de radicales polar crossover, beaucoup de chimie du zinc, et aussi des silyl-germinations, alkylylation, des hydrogerminations, et ainsi de suite. Donc, c'est quelqu'un qui a regardé pas mal de réactivité de l'hétérochimie, mais aussi du main group. Et donc aujourd'hui, il va nous parler d'espèces dimétalliques, ce qui est encore, comme vous le voyez, on double le plaisir, puisque c'est plus rigolo. Donc voilà, merci beaucoup Alex, et avec plaisir de t'avoir. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup Louis pour évidemment la présentation, merci beaucoup pour l'invitation et merci de mettre on va dire, en lumière la chimie des carbagnons ici. C'est une chimie pour laquelle il y a une grande tradition dans le quartier, mais qui reste tout de même d'actualité, et c'est un peu ce que je vais essayer de montrer. En tout cas, c'est ce qu'on croit nous, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. En doublant effectivement la mise, on va passer au dianion, peut-être plus modestement au précurseur de dianion, c'est-à-dire des espèces dimétalliques. Alors, pour donner un petit peu de contexte d'abord, donc l'équipe ROX que j'anime est une équipe en fait, de méthodologie de synthèse. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'explorer la réactivité organométallique, mais pour essayer de résoudre des problèmes de synthèse ou au moins de donner des pistes d'innovation. Donc une des problématiques actuelles de la synthèse organique, c'est évidemment le fait de réduire son empreinte écologique. Et je voudrais attirer votre attention sur donc, un chiffre qui, moi, je trouve assez intéressant, c'est-à-dire que lorsque vous avez dans un processus donc, pharmaceutique une étape de synthèse, donc à peu près 80% des déchets que vous allez générer sont liés aux solvants que vous allez utiliser. Mais en fait, 70% de ces solvants, vous les utilisez uniquement pour nettoyer les cuves. C'est indépendamment de toute réaction que vous allez faire, c'est uniquement le nettoyage des cuves qui va induire la génération donc, massive de ces déchets. Donc, je pense que c'est assez évident. Si on arrive pour une synthèse donnée à réduire le nombre d'étapes nécessaires pour arriver à une cible, on va de manière mécanique réduire l'empreinte écologique de cette synthèse. Alors évidemment, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais si on en est là, c'est que ce n'est pas si facile que ça. Et si on prend par exemple de manière très schématique une molécule organique, on va dire une cible, on va pouvoir décomposer cette structure en un cœur, donc un squelette carboné, d'accord, et ensuite décorer par des groupements fonctionnels. Et les chimistes de synthèse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place des méthodes qui vont lui permettre de faire le squelette carboné.
Donc essentiellement, c'est des réactions de liaison, de formation de liaison carbone-carbone. Et ensuite, il va falloir faire ce qu'on appelle de l'aménagement fonctionnel, c'est-à-dire soit introduire des groupements fonctionnels pour lesquels, dont il y a besoin pour notre cible de départ, ou alors être obligé de modifier certains groupements que l'on a dû introduire parce qu'ils étaient nécessaires pour obtenir la réactivité spécifique que l'on souhaitait pour faire les liaisons carbone-carbone. D'accord ? Donc, évidemment, le concept d'économie d'étape, alors si on a conceptualisé ça, c'est quelque chose de relativement direct. Je connais personne qui s'amuse à rajouter des étapes de synthèse s'il n'y en a pas besoin. D'accord ? Donc, le problème, c'est plutôt comment faire pour essayer de diminuer le nombre d'étapes. Donc, il y a évidemment beaucoup de pistes et beaucoup de travaux qui sont conduits dans ce domaine-là. Nous, on s'intéresse donc à deux notions assez importantes. La première, qui consiste à dire qu'effectivement, si la fonction, le groupement fonctionnel dont vous avez besoin à la fin dans votre molécule, vous pouvez l'introduire dès le départ et réaliser les méthodes, et vous avez des méthodes qui permettent de tolérer la présence de ces groupements fonctionnels, c'est ce qu'on appelle la tolérance fonctionnelle, vous allez forcément éviter des étapes d'aménagement fonctionnel en fin de synthèse. Donc ça, c'est une première approche, et on va beaucoup entendre parler de tolérance fonctionnelle, notamment pour les espèces organométalliques. Il y a une deuxième approche qui nous intéresse particulièrement, c'est d'essayer de développer des stratégies qui vont vous permettre d'enchaîner les liaisons de formation de liaisons carbone-carbone, donc les combiner, et y compris en introduisant des points d'attache, donc par exemple des liens organométalliques, qui vont vous permettre ensuite, dans le même milieu réactionnel, de réaliser une deuxième étape de synthèse et introduire la fonction dont vous avez besoin pour la fin. Voilà. Donc notre activité, l'activité que je vais présenter aujourd'hui, elle se situe à ce niveau-là. Donc c'est comment designer des stratégies dites tandem ou multi-étapes pour essayer de proposer de nouvelles approches induisant la possibilité de diminuer le nombre d'étapes pour une synthèse donnée. Alors dans ce cas-là, la chimie des diorganométalliques peut être intéressante, et c'est ce à quoi on s'est pas mal intéressé. Donc typiquement, vous allez avoir une espèce, d'accord, avec deux liens organométalliques. L'idée, et les défis qui se présentent maintenant, c'est de pouvoir les faire réagir donc, de manière carbanionique et les engager dans des réactions successives donc, de substitution électrophile. L'intérêt étant de pouvoir utiliser deux électrophiles différents, ceci de manière sélective et successive. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à avoir deux liens organométalliques de réactivité assez différentes. On cherche de la tolérance fonctionnelle, et c'est pour ça que nous, on s'intéresse plutôt aux dérivés zinciques et aux dérivés du métalloïde, dérivés du silicium, dérivés du germanium, et également dérivés du bore, puisqu'ils offrent tous donc, un bon compromis entre réactivité et tolérance fonctionnelle. Donc ça, c'est le premier défi, c'est comment arriver à faire réagir ces deux liaisons de manière séquentielle. L'autre défi va être effectivement de trouver des nouvelles méthodes de ce qu'on va appeler de diméthylation, c'est-à-dire comment introduire de manière sélective les deux liens organométalliques. Donc, je vais essayer d'illustrer toutes ces approches-là par des exemples concrets et des thématiques que l'on développe au laboratoire. Et la première concerne donc, ces espèces-là. Donc, c'est des espèces gemmes dizinciques, donc des chaînes alkyles, qui possèdent sur le même carbone, sur le même atome de carbone, deux liens carbone-zinc. Alors, c'est une chimie qui est, on va dire le réactif le plus connu dans cette chimie-là est le réactif dit de Matsubara. Donc, ce gemme dizincique, donc ce méthylène gemme dizincique, qui a été donc, synthétisé par Uchimoto et Takai au milieu des années 90 et utilisé tout d'abord en tant qu'agent de méthylénation. C'est-à-dire qu'en fait, ce réactif-là, vous l'opposez à un aldéhyde, vous allez avoir la première liaison carbone-zinc qui va faire l'addition sur l'aldéhyde, et ensuite la deuxième va donner lieu à une élimination pour donner l'alcène. Donc Matsubara, qui travaillait avec Uchimoto et Takai, lui s'est aperçu qu'en fait, il était possible d'engager ces deux liaisons-là donc, dans des réactions de couplage successives, c'est-à-dire que vous avez une différence de réactivité suffisante, vous permettant d'abord de faire un premier couplage, générer
une espèce mono-organozincique dans le milieu réactionnel et ensuite engager un deuxième couplage pour ensuite conduire donc à ces produits-là de manière, on va dire, modulaire, dans laquelle votre gemme dizincique a finalement servi d'agrafe entre deux espèces électrophiles. Donc il a pas mal travaillé sur ces concepts-là, il a décrit beaucoup de choses. Et quelque chose qu'il a un peu moins travaillé, qu'il a un peu moins envisagé, c'est la possibilité de rajouter des substituants à la place de cet hydrogène-là. Donc effectivement, la difficulté ou la complexité augmente dans ce cas-là, parce que si vous partez d'une espèce gemme dizincique avec un groupement alkylicique, que vous arrivez à faire la double substitution électrophile, vous tombez sur une espèce qui est devenue maintenant chirale. Donc vous créez un centre stéréogène ici. Évidemment, le défi devient de contrôler la configuration de ce centre que vous créez. Donc Matsubara lui-même, il avait décrit quelques essais préliminaires pour mettre en œuvre cette stratégie, mais les excès, ce qu'il avait essayé de faire, c'était d'avoir des réactions en fait, de désymétrisation des deux liaisons carbone-zinc et non-thiotope. Et finalement, les excès qu'il a obtenus démontraient le principe, mais n'allaient pas au-delà de je crois que c'était 30%. Donc finalement, il a un peu laissé tomber. Et donc ce qu'on a essayé, donc nous on a relevé le défi avec les collègues de Thiers, donc Erwan Legal et Marc Pressé. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut envisager pour, en engageant de la catalyse asymétrique, essayer de rendre asymétrique cette approche-là. Alors la première chose à faire, c'est de développer la synthèse finalement des gemmes dizinciques avec des chaînes longues ici. Et ça, c'est Olivier au laboratoire qui a, en retravaillant un peu les conditions de Matsubara, de Takai et de Utimoto, a démontré qu'on pouvait faire l'insertion de zinc donc, sur les deux liaisons carbone-iode du précurseur gemme diiodé. Et ça, pour ça, il faut utiliser une quantité catalytique de plomb. Mais ça marche très bien et finalement, il a développé des conditions reproductibles, robustes, pour donner accès à pas mal d'intermédiaires gemmes dizinciques. Et ensuite, on a commencé notre travail et on s'est dit que finalement, la première étape que l'on pouvait engager, et je vous expliquerai juste pourquoi, c'était de faire une arylation. Et ça, c'est une réaction qui fonctionne très bien. Donc, vous prenez un iodure d'aryl, vous faites un couplage de Negishi sur ce gemme dizincique et il y a une seule des liaisons qui va réagir. Et donc, vous obtenez, en utilisant ce ligand-là particulier, cet intermédiaire benzylzinc, d'accord, de manière assez efficace. Et ça, on l'a démontré parce qu'ensuite, sans isoler le produit, enfin, de toute façon, on ne pourrait pas facilement, mais je veux dire, en rajoutant dans un deuxième temps, dans le même milieu réactionnel, donc du bromure d'allyle et un sel de cuivre pour transmétaller, on a réussi à obtenir ce produit-là qui est issu donc, du double couplage arylation-allylation avec un rendement de 75%. D'accord ? Donc ça, c'est pour démontrer que cette espèce-là, monozincique, pouvait être générée à partir du dizincique et qu'elle restait disponible pour faire la deuxième étape, ce qui n'était pas garanti parce que ça ne se voit peut-être pas ici, mais quand vous avez ces espèces-là, vous avez maintenant, contrairement au cas non substitué, des hydrogènes en bêta, et donc le palladium et les hydrogènes en bêta ne font souvent pas bon ménage, et donc ce n'était pas du tout garanti que l'on puisse générer de manière propre cette espèce-là, mais c'est le cas. D'accord ? Donc évidemment, après, on peut envisager beaucoup d'autres électrophiles, mais nous, notre objectif, c'était de développer des versions asymétriques de ces doubles couplages. Et alors pour ça, on a tiré profit justement d'une notion qu'a abordée Louis, donc c'est la stabilité configurationnelle des zinciques, et plutôt l'instabilité configurationnelle des organozinciques lorsque vous rajoutez un aryl donc en alpha. Donc vous augmentez le caractère carbanionique de cette espèce-là, et donc vous rendez cette espèce-là configurationnellement instable. Et ça, l'intérêt, c'est que du coup, vous pouvez, en utilisant un catalyseur de palladium avec un ligand chiral, donc ce ligand-là qui a été développé par Maolid, donc engager un deuxième couplage et, dans ce deuxième couplage, mettre en place une stratégie de dédoublement cinétique dynamique et, en tout cas, faire la carbonylation avec ce thioester. C'est une réaction qui s'appelle la réaction de Fukuyama. Et en tout cas, on a réussi, dans ces conditions-là, à trouver des conditions nous permettant
de faire le double couplage avec une deuxième étape énantoconvergente permettant de faire donc ces aryles acyl alpha-méthylés avec un bon rendement et puis finalement des excès énantiomériques qui sont quand même très bons. Ce qui est important quand on développe la méthodologie, c'est de montrer qu'on peut faire plein d'exemples. Donc je ne vais pas les détailler chacun. Donc juste montrer que dans notre stratégie, et c'est le travail de Federico que je décris ici, donc on peut finalement moduler assez facilement le partenaire iodure d'aryl, mettre des groupements électrodonneurs, accepteurs, aller vers des systèmes dits aryliques, avec des limitations qui apparaissent quand même pour les systèmes hétéro-aromatiques. Mais globalement, c'est une réaction qui est assez générale au niveau des variations des aryles. On peut varier également le thioester, avec des résultats qui restent quand même très bons lorsque vous avez un thioester avec un substituant secondaire, donc cyclohexyle ici, isopropyl, des petits cycles. Donc ça marche bien. Ça marche aussi avec les dérivés primaires, mais là on observe une chute de l'excès énantiomérique. Et enfin, on peut également moduler la graphe et mettre différentes chaînes alkyles, par exemple. On a fait quelques exemples. Là, on voit comment on commence à voir apparaître quelques petites limitations. Lorsque vous avez un encombrement qui augmente, on voit la réactivité de ces espèces-là qui diminue un petit peu. Mais en tout cas, on a pu démontrer qu'on pouvait moduler les trois morceaux en fait, pour assembler ce fragment-là. Et Federico est allé un petit peu plus loin parce que lui tenait absolument à montrer que ce qu'il faisait pouvait être utile, et donc il a choisi en fait une cible spécifique, c'est-à-dire le naproxène qui est un anti-inflammatoire, et il s'est dit finalement il y a une synthèse qui est décrite à partir de ce précurseur-là, donc en une seule étape, et moi avec ma méthode, je pourrais assembler ce précurseur-là de manière très facile en une seule étape. On prendrait donc ce fragment de méthoxynaphthalène iodé, cet agrafe et puis ce dérivé thioester. Et c'est ce qu'il a fait. Effectivement, il a réussi à assembler donc, ce précurseur-là avec un bon rendement et un excès énantiomérique qui malheureusement n'était pas au niveau de ce que l'on attendait. Mais en tout cas, on était tous contents puisqu'il avait pu prouver que dans un cas très concret et d'une molécule d'intérêt, on va dire, prouver que la stratégie était viable. Alors la deuxième famille de réactifs que je vais aborder, c'est toujours des réactifs donc GEM bimétalliques, c'est-à-dire avec deux liens carbone-métal portés par le même carbone. Et cette fois-ci, on va avoir des systèmes un peu spécifiques avec des fragments aléniques et dans lesquels la liaison carbone-métal que vous voyez ici va plutôt réagir en position gamma, de manière un peu télescopée. Alors, c'est une chimie dont l'intérêt a été démontré. Donc, c'est une chimie qui était développée par Fabrice Chemelin et Franck Ferreira au laboratoire quand je suis arrivé en tant que jeune CR. Et en tout cas, ils ont montré sur ce type d'intermédiaire-là que ces aléniles métaux, donc avec un groupement alpha-silylé et un hétéro-substituant en position gamma, pouvaient être très utiles en synthèse, et notamment lorsqu'on pouvait les opposer donc, à des terbutanes sulfinylimines, puisqu'en fait, ils pouvaient réagir par une réaction de type SE2', donc c'est ce carbone-là qui va réagir, venir s'additionner pour condenser sur l'imine et générer ces structures-là dans lesquelles on contrôle à la fois la configuration relative de deux centres que l'on crée et la configuration absolue en utilisant cet inducteur de chiralité. Donc, en fonction de ce que vous avez comme élément, ici, si vous avez un chlore, par exemple, vous allez vers des aziridines. Si vous avez des groupements méthoxy-méthyle, vous allez vers des amino-éthers. Et ces espèces-là, on pouvait les préparer à partir des systèmes propargyliques que vous avez ici, des systèmes propargyliques avec des alcynes silylées. Et l'utilité, donc on a démontré par la suite l'intérêt de construire en fait ces motifs-là et d'avoir un groupement alcynyl-silane qui reste disponible pour être élaboré davantage en faisant la synthèse totale de différents hétérocycles, des différents aminoalcools et différents aminoéthers. Et vous voyez qu'ici, en fait, on va se servir de ce fragment-là pour construire finalement des chaînes qui finalement
nous ont permis de faire des différentes cyclisations. Pour aller un petit peu plus loin, donc l'idée c'est qu'en fait, dans cette méthode de synthèse, finalement, on devait partir des systèmes propargyliques. Et ce que l'on a travaillé ensuite, c'était l'idée de partir de ces intermédiaires-là un peu plus élaborés. C'est des intermédiaires hâte, donc de silicium, avec un métal central qui pourrait être du zinc ou du bore, un fragment donc acétylénique, donc dérivé d'époxyde ou d'aziridine, et ces hâtes complexes, c'est-à-dire en fait des espèces organométalliques qui ont un ligand supplémentaire et qui deviennent donc anioniques, donnent lieu à une réaction de migration du silicium, c'est-à-dire que le silicium va venir ici, et comme vous avez un groupe partant en position propargylique, vous allez avoir migration d'une liaison carbone-carbone, ouverture du cycle tendu, et donc on arrive à ces aléniles métaux alpha-silylés, mais avec un centre stéréogène cette fois-ci, enfin un groupement fonctionnel en position delta et un centre stéréogène en position delta. Donc évidemment, l'objectif c'était ensuite de les engager dans des réactions d'alénylation sur des dérivés carbonylés, avec l'intérêt supplémentaire d'avoir deux sources de chiralité, la chiralité de la laine et la chiralité centrée du centre en delta. Et finalement, en prenant un petit peu de hauteur, on verrait que vous assemblez ici deux fragments, un fragment vert qui contiendrait le motif alcine silylé, qui viendrait en fait d'un époxyde acétylénique qu'on métallerait, donc on ferait l'acétylure de lithium. On le traiterait par un dérivé silyle métallique, on ferait les hâtes complexes, on ferait la migration, et ensuite on ferait la condensation avec le deuxième morceau qui serait l'aldéhyde. Donc on a travaillé ça d'abord on a montré que c'était faisable à partir de 10 silyles zinciques. Donc je vous montre deux exemples. Un à partir d'un époxyde acétylénique, donc on fait la métallation, on rajoute le dérivé silylé, on attend un petit peu, il se réarrange, on forme ces aléniles zinciques, et ensuite, dans un deuxième temps, on rajoute un aldéhyde, et on obtient un produit quasiment sous forme diastéréomériquement pur et avec un rendement de 78%. Donc, ce qui prouve, donc, on va dire, l'intérêt la faisabilité, on va dire, de ces stratégies, on va dire, de migration et condensation pour donner des produits avec une très bonne sélectivité. Donc, on a fait également avec des aziridines, et cette fois-ci, c'est un processus qui marche de la même manière, avec également des bonnes diastéréosélectivités, mais des rendements qui sont un peu moins faibles. Alors, Franck et Olivier au laboratoire, ils ont ensuite travaillé l'utilisation de silylborane, donc c'est le même principe, et on voit ici qu'on s'intéresse également au bore, comme le disait Louis. Cette fois-ci, le réactif de silylmétallation va être le triéthylsilyl pinacolborane. Donc de la même manière, on va sur un époxyde métallé rajouter le silylborane, attendre un peu pour que le réarrangement se fasse et ensuite faire la condensation. Alors le problème, c'est qu'ici, on n'a pas réussi à enchaîner directement la condensation et le réarrangement. Il a fallu d'abord donc reprotoner l'alcoolate de lithium, et c'est pour ça qu'on a dû rajouter de l'acide acétique pour, de manière contrôlée, faire l'alcool, qu'on a été obligé de concentrer, pas de purifier parce qu'on ne peut pas les purifier facilement, mais en tout cas, ces espèces-là ont ensuite pu être engagées dans des réactions de propargylation pour conduire à différents adduits que vous avez ici. Donc à nouveau, on essaye de montrer donc, à travers différents exemples que notre méthode est suffisamment générale. Je vais ensuite passer donc, à la dernière partie qui concerne plutôt l'étude de ces dérivés donc des vinyles zinciques possédant des groupements silylés ou des motifs silylés et germylés en position bêta. Et ce qui va nous intéresser, surtout ce qui nous a beaucoup intéressé dans cette chimie-là, c'est la mise en œuvre de réactions des élémentométallation. Donc lui, il vous a parlé d'hydrométallation, de carbométallation. Nous, on descend, on va dire, la colonne 14, on passe du carbone au silicium, au germanium. Et ensuite, donc, l'idée est la même, c'est on va introduire deux attaches, deux groupements fonctionnels, et que l'on va pouvoir faire réagir de manière séquentielle avec deux électrophiles,
la liaison carbone-zinc étant plus réactive que la liaison carbone-silicium ou la liaison carbone-germanium. Et on va arriver, évidemment, à construire ou à assembler des motifs de type alcène, tri ou tétra substitués. Évidemment, tout ça dans un monde idéal en une seule étape. Alors, ce qui est important pour les alcènes, c'est de pouvoir contrôler à la fois la géométrie de l'alcène et la position des deux groupements électrophiles. Et ce que l'on sait, c'est que ces deux liaisons-là, la liaison carbone-zinc et les liaisons carbone-silicium et carbone-germanium, vont réagir avec rétention de configuration. Donc, cela veut dire que si vous contrôlez la géométrie de votre intermédiaire dimétallique, vous allez ensuite contrôler la géométrie de votre alcène d'arrivée. Et pour contrôler cette géométrie-là, il faut que vous ayez une réaction d'élémentozincation qui soit régio- et stéréosélective, et idéalement que vous puissiez avoir accès aux différentes configurations possibles. Alors, on a travaillé d'abord en silyl-zincation. Donc, cette chimie-là, donc, il y avait eu des précédents, évidemment. Si vous voulez faire de la silyl-zincation, vous pouvez utiliser donc, ces dérivés silyl-zinciques en catalyse de cuivre, et vous pouvez réaliser donc, la silyl-zincation d'alcynes terminaux. Vous avez des espèces qui étaient suffisamment réactives, donc ces diates complexes, pour réagir également avec des alcynes terminaux, et on a montré, nous, que même sans activateur ou sans aller jusqu'au diate, lorsque vous aviez des alcynes suffisamment réactives, le dérivé silyl-zincique pouvait réagir directement sur l'alcyne. Et ce qui est intéressant, et c'est aussi l'intérêt des zinciques, c'est que vous avez une tolérance fonctionnelle intéressante parce que vous avez différents groupes, différents substituants avec des hétéroatomes, donc azote, oxygène, soufre ou phosphore. Mais ce que vous constaterez ici, c'est qu'en fait, si vous avez la possibilité de contrôler la régiosélectivité, enfin, de moduler la régiosélectivité, c'est-à-dire connecter le silicium soit en position terminale, soit en position interne, à chaque fois, le silicium et le zinc sont du même côté. Donc en fait, il n'y avait pas de méthode vous permettant de faire de la transsilyl-zincation disponible pour le chimiste. Et c'est la problématique que l'on a essayé de résoudre en travaillant avec Martin Oestreich à Berlin. Et pour ça, on a développé, donc on s'est intéressé à une chimie que l'on développe beaucoup au laboratoire, qui est la chimie radicalaire des dialkylzinc, qui tient en gros en deux réactions phares. La réaction des dialkylzinc avec l'oxygène, donc, qui est une méthode qui est utile pour générer des radicaux, et la possibilité d'avoir des réactions donc, radicalaires et polaires donc, par substitution homolytique de l'atome de zinc. C'est ce qu'on appelle donc, le transfert radicalaire d'atomes de zinc, que je décris ici. Donc, si vous avez une espèce organozincique, vous allez pouvoir faire la coupure de la liaison carbone-carbone, vous générez un radical qui va pouvoir vivre sa vie de radical, donner une nouvelle espèce radicalaire, et ensuite ce radical-là va pouvoir réagir avec l'organozincique de départ par substitution homolytique sur l'atome de zinc, ce qui vous permet de revenir dans le monde polaire, donc c'est ça que c'est le crossover, radical vers le carbanion, avoir une espèce qui va ensuite pouvoir réagir avec différents électrophiles, et en même temps, vous libérez un radical qui permet de soutenir une chaîne radicalaire. Donc en fait, par cette réaction spécifique des dialkylzinc, vous pouvez combiner des processus radicalaires et des processus carbanioniques assez facilement. Et la stratégie que l'on a souhaité développer est la suivante. Donc, partir d'un dialkylzinc avec des traces d'oxygène, initier une chaîne radicalaire qui permettrait de générer un radical alkyle. Avec ce silane-là, engager une réaction de transfert d'atomes d'hydrogène pour générer un radical silylé. Et ce radical-là devrait s'additionner sur la triple liaison d'un alcyne, donc un aminamide dans ces cas-là, donner un radical vinylique, et ensuite, par SH2, revenir et former le vinylzincique. Alors pourquoi on pensait que ça donnerait du trans? Ça, on avait quelques billes, et ce que l'on savait, c'est que la réaction d'un radical silylé sur un alcyne est un processus qui est transsélectif, que ce radical-là, c'est un radical coudé, qui va avoir tendance à s'isomériser très rapidement, mais il est coudé, et qu'on le forme avec une configuration Z au départ. Et ce que l'on sait, c'est qu'avec une base de Lewis, on va pouvoir activer le zincique vis-à-vis de la SH2, et donc peut-être
on espérait l'avoir une SH2 plus rapide que l'interconversion. Donc c'était ça la rationalisation le modèle de départ. On a travaillé dessus, c'est Élise Romain qui a développé cette chimie-là et qui a démontré d'abord que sur des inamides, en traitant avec du diéthylzinc et du tristriméthylsilane, on pouvait effectivement obtenir les produits de silylisation trans, et après protodéméthylation, ça donnait les bêta-silylénamides correspondants. On pouvait avoir une certaine modulation des substituants au niveau de l'azote, mais finalement, c'est une réaction qui est assez générale. Ce qui était important, c'est de montrer qu'on pouvait utiliser cette espèce-là, ou la liaison carbone-zinc que l'on générait pour introduire différents électrophiles. Et ça, on arrive à le faire assez facilement en transmétallant au cuivre et ensuite en utilisant les électrophiles qui réagissent bien en chimie du cuivre. On a pu faire des allylations, des acylations, des propargylations et des méthylations et encore d'autres. Alors pour aller plus loin, on a travaillé sur d'autres alcynes hétérosubstituées, donc des sulfures, des sulfoxydes, des sulfones, des phosphonates, des étherdinols. À chaque fois, on obtenait les produits. Les sélectivités étaient globalement bonnes en faveur des systèmes trans, mais on a commencé à avoir quelques limitations au niveau de rendement. Et c'est pour ça que cette première méthode a été donc ensuite retravaillée. On est passé sur une deuxième stratégie qui, cette fois-ci, s'affranchissait de l'utilisation d'un silane indirectement. Et on a travaillé sur ces espèces-là, donc disilylzinciques, en espérant, en imaginant qu'elles pouvaient, de la même manière, participer ou prendre part à des réactions de type SH2, donc pour donner des vinylzinciques. Et on avait cette fois-ci un processus beaucoup plus simple, puisque le dérivé silylzincique va être à la fois la source de radicosylylés et la source de la liaison carbone-zinc. Pour préparer cette espèce-là, c'est très simple. On part du silane, on met de l'IBN et du diéthylzinc en utilisant une procédure développée par Appel-Oeig, et on arrive à préparer assez facilement ce disilylzincique-là, qui réagit très bien maintenant avec différents alcynes hétérosubstitués, de manière très sélective la plupart du temps. Et maintenant, on a quelque chose une méthode qui est plus robuste et pour laquelle les rendements sont globalement meilleurs pour toute une famille d'adduits, donc toute une famille d'alcynes avec différents groupements fonctionnels, donc des sélénures, encore une fois des étherdinols et des phosphonates. Encore mieux, on a réussi à engager, à faire ces transilylzincations avec des arylacétylènes, ce qui n'était pas possible avec notre système de départ en utilisant des conditions très similaires, et je vous montre à nouveau à chaque fois, on essaye de faire pas mal d'exemples. Des systèmes propargyliques, donc l'alcool propargylique lui-même permet de faire la transilylzincation, et à nouveau, à chaque fois, la sélectivité est maintenue. On a quand même des processus qui restent transsélectifs la plupart du temps. Toujours important, y compris pour des familles donc beaucoup plus fonctionnalisées, de montrer qu'on pouvait faire quelque chose de ces liaisons carbone-zinc, faire des piégeages électrophiles, et on a réussi à nouveau à faire des allylations. En travaillant sur des dérivés des électrophiles stanylés, par exemple, on peut créer des liaisons carbone-étain. Donc il y a une flexibilité qui est assez importante. Donc, je vous ai beaucoup parlé de fonctionnalisation de la liaison carbone-zinc. Que faire maintenant de la liaison carbone-silicium? Alors là, on a pas mal travaillé cette fonctionnalisation. On a eu pas mal d'échecs. Ce qu'on arrive à faire assez facilement, c'est la transformer en dérivés donc halogénés par des réactions de dibromation. Et ensuite, on a des intermédiaires qui peuvent s'engager dans des couplages de type Negishi. Alors, comme je vois le temps qui passe, on a fait quelques calculs pour donc étayer le caractère radicalaire de ces processus-là, mais je vais passer directement donc, à la dernière partie, qui est la partie donc, sur la germylzincation, où là, en fait, ce que l'on a cherché à faire, c'est d'essayer d'appliquer la méthode radicalaire pour développer une réaction qui n'existe pas. La germylzincation et les germylméthylations n'existent pas. Et on s'est dit, finalement, est-ce que l'approche radicalaire ne pourrait pas donner la solution en utilisant cette fois-ci non pas un silane, mais un hydrogermane qui a un comportement radicalaire tout à fait voisin au tristriméthylsilylsilane. Le processus est très proche de ce que l'on a imaginé. On prendrait du diéthylzinc, générer un radical éthyle,
générer le radical germyle, faire la substitution et ensuite revenir dans le monde polaire en générant un vinyl zincique. En fait, on est tombé sur une chimie qui était finalement beaucoup plus générale que celle au silicium, puisqu'on a pu faire, alors cette fois-ci, développer deux types de procédures. D'abord, pour les systèmes terminaux, donc les inamides terminaux, en travaillant dans le THF à 0 degré, en utilisant différents hydrogermanes qui pouvaient être donc le triphényl, le furyl, les dialkyles, on a la possibilité de faire des germylzincations. Cette fois-ci, elles sont syn sélectives, c'est un effet de solvant, c'est parce qu'on travaille dans le THF. Et en travaillant dans l'hexane à 40 degrés, on peut cette fois-ci aussi faire la germylzincation d'alcynes internes avec une sélectivité, donc je vous montre ici quelques exemples, avec une sélectivité qui va cette fois-ci dépendre du volume ou de la taille des gènes stériques, du volume du substituant que vous avez sur l'alcyne. Donc ça peut être un groupement aromatique, ici vous avez du syn, un alkyle primaire, vous avez du syn, mais lorsque vous allez vers des alkyles secondaires, vous inversez la sélectivité et vous avez bien du trans. On peut de la même manière travailler sur la liaison carbone-zinc, faire des allylations, à nouveau donc une grande diversité possible, mais avec un problème toutefois, c'est que lorsque vous travaillez avec 3 équivalents de diéthylzinc et que ensuite vous devez piéger ce vinyl zincique, vous devez mettre autant d'électrophiles que vous avez d'espèces organométalliques dans le milieu réactionnel. Et lorsque cet électrophile est un peu onéreux et que vous devez mettre cet équivalent, ça devient tout de suite assez limitant. Et là, on va profiter donc, d'un équilibre dont a parlé Louis dans son cours, c'est l'équilibre de Schlenk, parce qu'en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire la germylzincation. Cette espèce-là, on va profiter de l'équilibration de Schlenk, pour générer ce divinylzinc-là qui est accompagné de diéthylzinc. On redistribue en quelque sorte les ligands, et lorsqu'on met l'ensemble sous vide, on tire l'équilibre vers cette espèce divinylzinc-là, avec cette fois-ci le nombre exact de liaisons carbone-métal dont vous avez besoin pour faire la substitution électrophile ensuite. Cette espèce-là devient particulièrement stable parce qu'on a même réussi à l'isoler sur colonne chromato, ce qui est quand même pour un vinylzinc assez surprenant. Et on voit ici cette espèce vinylzinc avec un atome de zinc qui est bien protégé par les oxazolidinones et les dérivés germylés. Donc on a réussi à l'isoler, mais on n'est pas obligé de l'isoler. On peut l'engager directement après évaporation avec beaucoup d'autres électrophiles et de manière beaucoup plus sélective. On peut faire des halogénations, on peut faire des fluorations, des trifluorométhylations et des découplages de Negishi, etc. Comme le silicium avec le vinylgermane, on peut ensuite le transformer en halogénure et engager ces molécules-là dans différents couplages. Et donc, on a ensuite travaillé sur la portée de cette réaction-là, montré qu'on pouvait faire ce type de réaction-là, même si ça ne marchait pas si bien que ça sur d'autres alcynes hétérosubstituées, mais aller surtout vers des diarylacétylènes et des alcènes, on va dire, classiques disubstitués, en rajoutant de la IBN. Enfin, si on a une méthode beaucoup plus efficace de générer nos chaînes radicalaires et de travailler à haute température, ce qui nous a permis de mettre en place deux types de procédures. Une, en travaillant dans le THF, donc toujours diéthylzinc et triphénylgermane, avec de la IBN. En travaillant dans le THF à 80 degrés, dans des conditions cinétiques, on peut faire de la transgermylzincation de diarylacétylène et de dialkylacétylène. Si on travaille à 100 degrés dans l'heptane, on a des chaînes radicalaires qui vont être plus longues et on bascule vers un contrôle thermodynamique. Et dans ce cas-là, on observe de la syn-germylzincation. Des motifs qui sont particulièrement intéressants et dans lesquels on peut contrôler la régio et la stéréosélectivité, ce sont ces alcools propargyliques ici. Et dans ce cas-là, on sait que l'addition du radical germyle va venir de manière régiosélective sur le carbone proximal par rapport au groupement alkoxy. Et ensuite, par effet directeur, l'oxygène va venir contrôler la géométrie de l'alcène
Et donc on a sur ces systèmes propargyliques des transgermylcincations qui sont très efficaces, qui sont très générales et qui sont parfaitement sélectives. Et on en a fait à nouveau quelques exemples. Alors pour finir, aussi vous mentionnez que l'on travaille maintenant, que l'on a développé des versions intramoléculaires de cette réaction de germylzincation, dans laquelle ces hydrogermanes vont pouvoir donner lieu à une cyclisation radicalaire. On installe la liaison carbone-zinc, d'accord, et ensuite on peut introduire différents électrophiles pour synthétiser ces dérivés germol. Alors dans ce cas-là, ces dérivés germol, l'intérêt ce n'est pas d'utiliser le germanium en tant qu'équivalent de carbanion, donc c'est de garder l'hétéroatome pour d'autres applications. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure, c'est-à-dire qu'en fait, les méthodes que l'on a développées de silyle et germylzincation, au-delà du comportement dianionique, peuvent être également utiles pour accéder à des organosilanes et des organogermanes qui ont plein d'autres applications. Donc avec ça, j'ai terminé. Je voudrais juste remercier mes collègues. Donc d'abord l'équipe ROX que vous voyez ici dans un format assez récent. Donc les travaux que je vous ai présentés, on les a développés avec Fabrice Chemelin, Franck Ferreira et Olivier Jakowski, et puis il y a Rémi et Myriam qui nous ont rejoints plus récemment. Vous avez vu le nom des différents étudiants qui ont participé à ces travaux-là et que je remercie particulièrement, ainsi que aux différentes sources de financement et aux différents collaborateurs. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention, je remercie encore lui pour l'invitation, et je suis prêt à répondre à des questions, ou du moins à essayer. Voilà, donc on va passer à la deuxième conférence, donc par Clément Chauvier, que je connais depuis longtemps, puisque mon premier contact avec lui c'était via les enseignements de master, puisqu'il était étudiant de l'UE de chimie radicalaire, voilà, au fond de la salle, souvent. Maintenant il est devant c'est lui qui est la star maintenant. Donc Clément est élève de l'ENS Paris-Saclay. Donc son master, il l'a obtenu en 2014. Et au lieu de faire la grecque, qui est souvent le parcours, on va dire, classique, il a préféré avoir différentes expériences de recherche. Alors déjà, il avait fait un stage chez Samsar à l'école polytechnique. Il a été au MIT, chez Danheiser, et puis chez Jérôme Vazer à l'EPFL, et puis il a fait aussi 6 mois chez Sanofi. Donc tout ça, ça lui a donné des expériences variées, cumulées, privées, publiques. Enfin, tout ça a contribué à ce qu'il fasse une thèse qu'il a faite avec Thibaut Cantat au CEA Saclay en travaillant sur les formiates de bore, formiates de silicium. Et puis ensuite un postdoc à la Technische Universität Berlin avec Martin Streich, dont on a un petit peu entendu parler à l'instant. Et puis donc 2020, nommé maître de conf à Sorbonne, où il développe une thématique dont il va nous parler aujourd'hui, donc les carbanions par l'extrusion de N2. Donc Clément a une carrière, un chemin académique déjà couronné de prix, notamment de la SCF, et des publications qui ont eu un certain écho. Et donc c'est un grand plaisir de l'avoir aujourd'hui, et puis d'avoir aussi quelqu'un d'un petit peu plus junior ici. Et donc à toi de nous parler de ce qui anime tes jours, tes nuits, tes week-ends, enfin ces émissions de N2 pour faire des carbanions. Merci Louis pour l'introduction. Merci aussi vraiment pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir parler dans cette enceinte quand même assez prestigieuse, et en particulier donc parler des recherches qu'on mène donc à Sorbonne Université pour grosso modo générer des carbanions et les utiliser donc dans divers processus, et ce par extrusion de N2. Donc je vais revenir sur exactement ce qu'on fait plus tard. Je vais commencer par une petite introduction plutôt de ce que c'est un carbanion. Donc Louis a déjà évidemment commencé avec son cours, et surtout comment on peut les générer par extrusion de N2 et qu'est-ce que j'entends par là. Donc j'ai préparé vraiment 2 slides d'introduction générique sur les carbanions, mais bon, ça a été présenté par Louis.
Il y a une définition de l'UPAC officielle, donc c'est simplement des espèces anioniques, donc où la charge moins est centrée sur le carbone. Grosso modo, on peut rencontrer différents types de carbanions, donc en fonction de l'hybridation du carbone qui porte cette charge moins. Et ça, déjà, ça va permettre de moduler la réactivité et puis même la stabilité des espèces. Par contre, moi, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'en fait, on parle de carbanions, mais grosso modo, ce qu'on doit considérer, c'est que c'est des syntons, puisque est-ce qu'il y a une existence réelle d'une charge moins sur un carbone sans contre-ion? En réalité, pas vraiment, surtout en phase condensée, évidemment. Donc, en réalité, les carbanions, ce qu'on entend en tout cas en chimie organique, c'est essentiellement des composés donc, qui ont un caractère anionique, évidemment au carbone, mais qui sont souvent liés à un métal ou en tout cas à un élément électropositif. Et donc typiquement, ce qu'en chimie organique on entend par un carbanion, ce sont des dérivés organométalliques essentiellement donc, liés à des cations électropositifs, donc du groupe 1 ou du groupe 2, donc des alcalins, des alcalinoterreux, mais aussi du zinc et même du silicium, puisqu'en fait dans tous ces composés, on voit bien que la charge partielle sur le carbone, elle est négative. Ce qui est clair, c'est qu'on peut moduler finalement la réactivité et la stabilité donc, de ces espèces carbanioniques par donc, le métal et donc par la polarisation de la liaison. Plus elle va être polarisée, donc par exemple plus le métal sera électropositif, plus on attend une haute réactivité et une moindre stabilité. Donc pourquoi ils sont utiles en chimie organique? Là c'est vraiment un schéma très générique, mais grosso modo on va les utiliser dans des réactivités anioniques, donc typiquement comme des nucléophiles ou comme des bases, surtout donc pour les organolithiens ou les magnésiens, et réagir avec des électrophiles, par exemple un proton, mais aussi donc, des électrophiles carbonés, pour former de nouvelles liaisons. Donc comme l'a indiqué Louis, un petit peu Alex aussi, la réactivité elle va être fondamentalement gouvernée donc, par la nature du métal, par l'environnement, donc on est en phase condensée, le solvant typiquement, et aussi la structure de l'organométallique qui va être fluxionnelle, mais particulier donc, pour les dérivés lithiens ou magnésiens, le degré d'agrégation. Donc ça, c'est vraiment la base, je dirais, sur les carbanions, mais bien voir qu'en fait, c'est souvent en chimie organique, en tout cas, des dérivés organométalliques. Comment on les prépare? Donc, Louis a donné une liste de routes, en tout cas de voies de synthèse, mais classiquement, si on demande à quelqu'un comment on va préparer un synton nucléophile, donc un dérivé organométallique, typiquement, on va soit penser à faire une déprotonation. Donc là, je donne deux exemples. En particulier, donc, si on veut former à partir de ce dérivé du toluène le dérivé organométallique correspondant, on va utiliser des bases fortes, typiquement, puisque en fait, le pKa du produit de départ ici est assez élevé. Donc ici, c'est un cocktail en utilisant donc, des réactifs organométalliques, le N-butyl lithium, le terbutylate de potassium, donc ça fait le licor dont Louis a parlé, et ce adjoint avec une base en fait, qui va être déprotonée in situ, enfin une amine qui va être déprotonée in situ et qui fait un agent de méthylation assez puissant. On a aussi classiquement pour la déprotonation ici du benzène le mélange N-bulite TMEDA qui est très utilisé. Donc une autre voie classique quand justement la déprotonation n'est pas efficace, parce qu'en fait la voie par déprotonation, elle va dépendre du pK de l'acide carboné correspondant, donc ce n'est pas toujours possible, ça peut être difficile, en tout cas en étant sélectif. Donc une voie complémentaire, c'est des voies je vais dire, de réduction, donc à partir de substrats pré-fonctionnalisés, donc typiquement des halogénures, d'alkyles, d'aryles, etc. Donc là, il y a deux principales méthodes, soit une addition oxydante d'un métal électropositif, donc par exemple le magnésium ou le lithium, donc pour former des dérivés organométalliques par insertion du coup, ou par échange, donc échange halogène-métal, donc magnésium-brome ici dans ce cas-là, avec le turbo-grignard dont a parlé Louis également. Donc tout ça, en fait, vous l'avez finalement déjà vu. Donc ça, c'est les principales méthodes pour former des dérivés organométalliques, c'est-à-dire ce qu'on appelle des carbanions. Ce que je disais un petit peu, c'est qu'il peut y avoir quand même quelques problèmes. Donc le problème, c'est que typiquement cette approche, elle va être liée au pKa. Ici, ça va être grosso modo lié à la disponibilité de l'halogénure précurseur ou du potentiel d'oxydoréduction du substrat qu'on veut utiliser. Ce n'est pas forcément facile, il peut y avoir des blocages cinétiques notamment. Donc, en fait,
L'idée, c'est est-ce qu'il y a d'autres voies pour générer des carbanions qui seraient différentes d'une déprotonation, d'une liaison CH, différentes d'une réduction d'une liaison CX? Évidemment, oui, il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur un type ou une voie alternative qui est assez exotique et relativement peu utilisée, mais on va voir qu'elle peut être finalement assez utile. Donc l'idée, en fait, c'est de générer des carbanions par ce que j'ai appelé extrusion de N2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on prend un précurseur, en l'occurrence le précurseur anionique correspondant, ça serait ce que je vais appeler l'anion diazényle. Cette espèce, grosso modo ici, si vous arrivez à former la charge moins, donc localisée sur l'azote terminal, on peut imaginer la perte de N2 pour former le carbanion correspondant, puisque la charge va se relocaliser, elle était localisée sur un azote relativement électronégatif, pour aller sur le carbone. Pourquoi ça, sur le papier en tout cas, ça peut marcher? La génération de N2 dans cette étape, en fait, ça donne une force motrice thermodynamique considérable. Et on peut estimer qu'au bas mot, on va avoir une étape qui est exergonique d'environ 30 kcal par mol. Et évidemment, ça va dépendre de C, ça va dépendre en fait du métal, ça va dépendre de plein de choses. Mais grosso modo, on peut imaginer que dans la pire des situations, on ait toujours une force motrice considérable. Et par ailleurs, on peut imaginer que d'un point de vue cinétique, cette fois-ci, pas juste thermodynamique, cette étape, cette extrusion de N2 soit rapide. Donc en fait, pour avoir une génération de carbanions donc utile par exemple en synthèse organique, il faut pouvoir exploiter ça. Pour exploiter ça, en fait, ça, c'est pas un problème une fois qu'on a formé ça. Donc, le problème, c'est comment on forme ça dans des conditions où c'est finalement applicable et utile en synthèse organique réellement. Une idée, évidemment, c'est de partir de l'acide conjugué de l'anion diazényle, à savoir un diazène. Le problème, et je vais y revenir dans 5 minutes, mais le problème de ça, c'est qu'en fait, c'est instable. Donc on ne peut pas vraiment synthétiser ça et puis après se dire quand je veux, j'enlève le proton et finalement, après, j'aurai mon carbanion correspondant. Toujours est-il que donc Cram, prix Nobel 1987, avec notamment Jean-Marie Laine, c'est le premier à avoir vraiment écrit et couché sur du papier, entre guillemets, cette idée de générer des carbanions par en fait, déprotonation de l'acide conjugué du diazényle, à savoir en fait un diazène. Et ça, c'est dans la publication ici de 1963. C'est réellement écrit, et lui, bon, il a fait énormément de choses sur les carbanions, d'ailleurs, comme a dit Louis, en particulier lorsque R est chiral. Et donc, ce qu'il a montré, et il a pu montrer que c'était effectivement le cas, il a fallu trouver un précurseur du diazène qui, je vous le disais, est instable. En l'occurrence, il est parti de cette hydrazine tosylée. Un TS, c'est un groupement tosyle, en milieu basique, puisqu'évidemment, pour avoir un anion, il va falloir quand même générer une charge moins. Donc, en milieu basique, dans le terbutanol, il y a plein d'autres exemples dans cette publication, mais ce qui montre, c'est qu'on peut déprotoner ce proton, éliminer donc, le tosyle, pour générer in situ le diazène. Celui-là, on est en milieu basique, on peut le déprotoner. Il montre qu'on peut générer ce carbanion, donc en l'occurrence ici, il faudrait imaginer que ça soit du potassium qui soit quelque part, même si probablement il sera solvaté. Et en fait, ce qu'il a montré, c'est qu'en partant d'une hydrazine chirale, Enotuo-Orishi, sur ce carbone stéréogène, il conserve la stéréochimie, puisqu'à la fin, 80% de rétention et 77% de rendement du finalement produit de réduction. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'il y a vraiment un carbanion qui est impliqué et qu'en plus, du coup, l'abstraction de H et la reprotonation est très très rapide, beaucoup plus que l'inversion. En tout cas, ça c'est un des premiers exemples vraiment montrant qu'il y a des carbanions qui sont impliqués dans cette séquence et donc que c'est finalement une séquence d'étapes qui peut être en tout cas exploitée à partir du moment où on arrive à générer ça. Donc Cram, il génère à partir d'une tosylhydrazine. Quelques années plus tard, et en particulier donc c'est Kosover qui a étudié énormément la chimie des diazènes. Il s'est dit, bon, on va partir du diazène, je vais essayer de les préparer. Donc il s'avère qu'on peut les préparer dans des conditions expérimentales très particulières, très, très drastiques, j'ai envie de dire, en termes de contrôle d'oxygène, etc. Pourquoi? Parce que donc, ces molécules, par exemple ici le 1-phényldiazène, ça peut être aussi le terbutyldiazène, donc avec un H et un terbutyl ici, en fait, ils sont très très sensibles à l'oxygène. Une trace d'oxygène, ça va induire la décomposition, et cette fois-ci radicalaire, en fait, de ces composés. Néanmoins, il est capable donc, de les générer. Et lorsque celui-ci, qui est isolé finalement en solution, est mis en présence d'une base, ce qu'il observe, c'est la génération du benzène. Donc, d'où vient le proton? Soit la solution aqueuse, soit c'est le proton qui est là initialement. Mais en tout cas, en milieu basique, on passe par des intermédiaires anioniques.
Pourquoi? Une des démonstrations, c'est qu'évidemment, le temps de demi-vie d'un phényldiazène dépend du pH. Et donc, il y a une directe influence de la quantité de base, et donc, évidemment, ça laisse à penser que c'est évidemment une décomposition anionique. Et donc, un autre exemple, donc ça, je le mets, mais d'un point de vue pratique, ce n'est pas utile, puisque ça, personne n'est capable de le générer, ce n'est pas stable. C'est dans des cas très précis, mais en tout cas, cette séquence, elle montre qu'encore une fois, on peut avoir une décomposition anionique et générer des carbanions. Donc, en l'occurrence ici, ça serait un aryl sodium, en tout cas formellement. Donc ça, c'est des cas un petit peu exotiques. Évidemment, en fait, générer un diazène, le plus simple, c'est de le faire in situ. Oups, ça va trop vite. Donc ce qui est très connu, et je n'ai pas commencé par ça, mais ça aurait pu être possible, c'est la réaction notamment de Wolff-Kishner et toutes les variantes qui ont été développées. Donc c'est quoi la réaction de la réduction de Wolff-Kishner? On part d'une cétone en présence de l'hydrazine, par exemple, ou l'hydrate d'hydrazine, tosihydrazine, il y a différentes variantes, mais bon, bref, le principe général, c'est celui-là. On génère une hydrazone qui en fait peut s'automériser en milieu basique ou en milieu acide, mais ici en milieu basique, en diazène. Donc on va le générer in situ. Ça c'est plus simple, dans le sens où un carbonyle c'est stable, l'hydrazine c'est stable, ou les dérivés d'hydrazine. Donc en fait on va le générer in situ, et en milieu basique du coup va se décomposer en carbanion, et ensuite dans le milieu réactionnel il y a des sources de protons. On obtient donc formellement en fait une réduction, une déoxygénation de l'acétate. Ça, c'est finalement la méthode, et d'ailleurs la plus grande application de cette étape élémentaire de dénitrogénation, c'est clairement dans la réduction de Wolff-Kishner. Encore une fois, bon, il a pu être montré, je ne montre pas les applications synthétiques de ça, mais il a pu être montré que cette réaction de Wolff-Kishner implique réellement des carbanions. Comment? Donc ça, il y a eu plein de travaux, de la cinétique, etc., mais cet article de 1992, donc Taber et Stachel, ils prennent donc cette cétone avec ici une double liaison. Dans les conditions classiques de Wang-Milton, à partir de cette cétone, donc l'idée c'est de faire la déoxygénation et donc de générer le diazène, éventuellement le carbanion. Ce qu'ils observent, donc environ 5% de rendement, c'est des produits de cyclisation. Le produit majoritaire, c'est le produit de déoxygénation. Ici, je ne le mentionne pas. Pourquoi ça, c'est une preuve de carbanion? Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est le ratio entre donc, le dia syn et anti. Si on fait... Oups. Pardon. Si on prend un substrat donc, quasiment identique, on a juste changé l'acétone par un halogénure, soit bromure, soit iodure. Si on le met dans des conditions radicalaire, notamment de cyclisation, donc une cyclisation de type 5 exotrique. On obtient un ratio syn-anti 2.2.1. Bref, le syn est majoritaire. Si on se met dans des conditions anioniques, donc avec le terbutyl-lithium qui génère ici le lithien correspondant par échange halogène-métal, on obtient un ratio 1 pour 10. Or, le ratio obtenu dans les conditions de Wolff-Kishner sont les mêmes qu'avec le terbutyl-lithium, ce qui est une preuve supplémentaire de l'implication de carbanion dans cette réaction. Donc il y a un article complet qui date bien avant donc, de cette truc de 1968, qui avait vraiment été beaucoup étudié par Zment, et du coup qui postulait déjà évidemment l'implication de carbanion. Donc tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent, en gros, montre qu'en perdant N2, on peut générer des carbanions, et des carbanions très instables, puisque ici j'ai quasiment présenté que des carbanions alkyles. Donc c'est une force motrice considérable. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on les génère, quand on a un diazène, on a toujours des protons, et donc en fait, souvent, on a des applications type réduction. Donc, par exemple, dans la Wolff-Kishner, ici, on crée des liaisons CH. Mais en chimie organique, on aime bien créer d'autres types de liaisons, en particulier des liaisons CC. Comment on pourrait faire ça, tout en exploitant la génération de carbanions? Donc, une idée, c'est de partir d'un précurseur qui ne serait pas protique, entre guillemets, et de générer le diazényl directement. Une possibilité serait de partir d'un acyldiazène, présence d'un nucléophile, donc par exemple un alcoolate, faire addition-élimination, générer le diazényl in situ, pour ensuite obtenir, après extrusion de N2, le carbanion. Ça, il y a quelques exemples dans la littérature, dans les années 60. Donc, typiquement, par exemple, ce dérivé, donc terbutyl-acyldiazène, en présence de méthanolate de sodium, ils observent la formation, 19% de rendement, donc c'est pas beaucoup, de ce composé. Et ça, nécessairement, en fait, ça provient de la génération du carbanion terbutyl. Donc, encore une fois, ça exemplifie que la force motrice est considérable, puisque terbutyl moins, et j'y reviendrai, c'est très compliqué à imaginer, à générer autrement.
Un autre exemple ici qui montre que c'est des intermédiaires carbanioniques, hein, donc à partir de ce dérivé, il y a un cyclopropyle ici. En fait, il n'y a pas d'ouverture du cyclopropyle et il y a une reprotonation donc ici sur le solvant, donc il y a des conditions protiques, mais toujours est-il qu'on peut générer des carbanions. Les acyldiazènes, donc sur le papier c'est intéressant. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'application pratique en synthèse organique pour différentes raisons. Mais bon, bref, en tout cas, il n'y a pas d'application pratique. Mais dans le même ordre d'idée, donc une idée simple finalement, c'est non pas d'utiliser un acyldiazène, mais d'utiliser un silyl-diazène. Pourquoi? J'ai parlé des diazènes comme la base conjuguée donc du diazényl. Si on remplace le proton par un silicium, hein, des fois on dit que le silicium c'est un gros proton, on va pouvoir moduler la stabilité, donc cette fois-ci ils vont devenir stables. Et en présence d'une base de Lewis, donc typiquement un nucléophile, on peut générer le diazényl et donc un carbanion. Cette idée, en fait, elle avait été imaginée en 1978 par Geoffrey Botaro, était au MIT à l'époque, travaillait avec Bucci. Ce qu'il avait simplement décrit donc dans un article d'une page, c'est qu'il avait synthétisé ça, présence du benzaldéhyde, une quantité stoichiométrique d'un nucléophile, ici donc toujours le méthanolate de sodium. En fait, il observe le produit d'addition de type Grignard, donc à savoir, en fait, après hydrolyse, après transfert de protons, l'alcool. Donc grosso modo, ça veut dire quoi? Ça se comporte comme Phi-, phényl-. On peut faire l'addition nucléophile sur le carbonyle, générer l'alcool, et ce, sans utiliser de Grignard. Et dans des conditions extrêmement douces, puisque cette température ambiante, c'est très rapide. Donc ça, c'est un exemple qui, pour moi, et ce que j'ai redécouvert quand je suis allé en Allemagne, qui est complètement passé sous les radars, mais qui, en fait, n'avait pas été exploité, mais qui permet justement d'imaginer plein de choses. Et c'est ça, dans la suite, que je vais essayer de vous montrer. Mais cette idée de base, 1978, en fait, ça fait énormément de choses. Donc, par la suite, en 2020, on a montré donc en Allemagne, avec Martin Österreich, qu'en fait, on peut étendre cette réaction et qu'elle est générale. Donc, d'une part, on peut l'effectuer dans un régime catalytique en initiateur, et d'autre part, qu'il y a plein de différents diazènes, différents carbonyles qui sont réactifs. Ici, je vous mets quelques exemples, mais grosso modo, cet article montre qu'on peut faire des additions de type Grignard sans utiliser de réactifs organométalliques à proprement parler. En particulier ici sur un ester, donc ça c'est vraiment quelque chose, il n'y a que des carbanions très quand même nucléophiles, très puissants qui peuvent s'additionner sur les esters. Ce système permet de générer des aryles suffisamment nucléophiles, donc en particulier des aryles potassium, sodium, qui permettent de s'additionner sur les esters, donc ici pour avoir un dérivé alcool tertiaire. Et on a montré aussi qu'on peut appliquer ça dans des réaction un petit peu originale, et en particulier on a pu préparer un bis-diazène, donc un équivalent de bis organométallique, donc sur le même noyau aromatique, en présence du téraphthaldéhyde. En fait, on peut former après déoxygénation un macrocycle qui a cette structure, cette conformation majoritaire. Ici, on a pu le cristalliser. Donc d'un point de vue mécanistique, comment ça marche? En fait, ça exploite vraiment cette génération de carbanions par dénidrogénation. L'idée, c'est qu'on a une initiation donc, par le méthanolate de sodium ou le terbutylate de ce que vous voulez pour générer le diazényl dont je vous ai parlé avant. Perte de N2, on génère le carbanion, donc l'aryl métal. Addition nucléophile, maintenant c'est une réaction de type Grignard très simple. Et pourquoi on peut utiliser seulement une quantité catalytique d'initiateur? C'est puisque en fait, on a formé un nouvel alcoolate qui peut réagir avec le diazène de départ pour avoir finalement des boucles catalytiques, des turnovers. Cette mécanique, j'ai envie de dire, a été étendue à d'autres substrats électrophiles par le groupe de Streich, perspective que vous pouvez lire dans le Journal of Organic Chemistry. Mais ce qui m'a intéressé, moi, c'était donc de transposer grosso modo cette chimie, ce concept, mais de transposer donc des aryldiazènes vers des alkyldiazènes, et ce pour générer non plus des dérivés de type arylmétaux, mais alkylmétaux, qui sont beaucoup plus basiques. Vous voyez ici, c'est ce que je mentionne, mais grosso modo, a priori, on va pouvoir débloquer de nouvelles étapes élémentaires plutôt que juste la nucléophilie ici dans des additions, autre chose. Donc le concept, il est relativement simple. On utilise donc ici des dérivés du terbutylsilyldiazène. On génère toujours une espèce diazényl qui, cette fois-ci, donc, va permettre de générer un dérivé de type terbutylmétal. Donc je vous ai montré la faisabilité avant.
Les nouvelles étapes élémentaires envisionnées, c'est quoi? Ce sont des étapes de méthylation, donc typiquement par déprotonation ou par échange halogène-métal. Pourquoi? Parce que dans la chimie stoichiométrique des lithiens, le terbutyl-lithium, il permet de faire la méthylation d'un grand nombre de substrats. Donc l'idée, c'est que si on le génère, on est capable probablement de faire ça. Si on est capable de faire ça, s'il y a un substrat dans le milieu réactionnel, si c'est X, X ça peut être du coup un hydrogène, des halogènes, on va pouvoir le méthaler. Et encore une fois, cette espèce métallée va pouvoir réagir avec le diazène de départ pour finalement donner ici un organosilane. Donc l'application de ce concept, en tout cas dans un premier temps, ça a été d'imaginer une plateforme générale pour créer des liaisons carbone-silicium de manière catalytique, sans métal de transition, dans des conditions douces, en exploitant en fait de manière catalytique la chimie organométallique polaire. Lithium, sodium, potassium. Donc pourquoi on s'est intéressé à ça? Ça, c'est plus historique, même avec ma thèse et puis d'autres choses. Je suis intéressé par la chimie du silicium en général et en particulier donc, par les organosilanes. Pourquoi? Parce qu'ils sont appliqués dans un grand nombre de domaines. Donc, par exemple, en synthèse organique, des couplages croisés, des substitutions de type IPSO qui permettent de fonctionnaliser par exemple des aromatiques avec plein de groupes différents. Évidemment, en sciences des matériaux, la science des silicones. Les silicones sont des organosilanes et ils sont produits plus de mégatonnes par an. C'est des applications considérables. Et puis, de plus en plus en chimie fine, donc à la fois en agrochimie et en chimie pharmaceutique. Donc il y a plein d'applications. Donc c'est ça un peu qui a aussi motivé. Il y a le concept que je vous ai présenté qui était intellectuellement intéressant. Il y a aussi les applications et les molécules qu'on pouvait faire avec cette méthodologie qui avaient un intérêt propre. Donc pour démontrer la faisabilité du concept dont je vous ai parlé, il fallait développer une méthode de synthèse générale des terbutyldiazènes. Donc en s'inspirant de ce que j'avais développé en fait pour les aryldiazènes, l'idée ça a été d'adapter donc la séquence. L'idée on démarre avec un composé commercial, à savoir donc le chlorhydrate de terbutylhydrazine. Donc celui-ci on peut in situ donc le déprotoner, enfin en tout cas déprotoner le chlorhydrate, le silyler pour obtenir donc une silhydrazine qu'on n'a pas besoin d'isoler, qu'on peut ensuite oxyder relativement facilement pour obtenir le diazène correspondant. Donc ça se fait grosso modo dans une séquence monotope. Il y a une filtration à inclure entre les deux, mais il n'y a pas forcément de purification intermédiaire. Donc avec cette méthode, en fait, on peut synthétiser différents diazènes, et ce avec différents groupements silylés, donc qui ont différentes propriétés. Donc à la fois typiquement des groupements classiques tels que le triméthylsilyle, triéthylsilyle, d'autres donc substitués par des groupements de type hydrocarbyle, mais aussi plus récemment on a montré qu'en fait cette séquence s'applique largement à des dérivés silylés donc substitués par des groupements partants potentiels tels que des acoxydes. Donc tous ces diazènes sont liquides là dans ce cas-là et sont des liquides rouges, donc c'est évidemment une indication pour savoir s'ils se sont formés. D'un point de vue de la stabilité, puisque leur structure peut paraître un peu exotique, peut-être voire un peu dangereux vu ce qui est connu dans la chimie des composés azo, notamment comme initiateurs de chimie radicalaire, il s'avère qu'en fait ceux-là ne sont pas de très bons initiateurs de chimie radicalaire. C'est une stabilité thermique qui est quand même très bonne. On n'a jamais eu de soucis. Ils peuvent être chauffés par exemple à 110 degrés pendant plus de 150 heures avec une dégradation seulement marginale et essentiellement par hydrolyse plutôt que par thermolyse. D'un point de vue de la stabilité à l'air, donc grosso modo, il faut considérer qu'ils ont à peu près la même stabilité que les chlorosilanes correspondants. Donc les plus encombrés peuvent être manipulés à l'air et même colonnés lorsqu'on désactive la silice. Donc, grosso modo, il y a une certaine practicalité, j'ai envie de dire, dans la manipulation de ces composés. Ils ne font pas en tout cas aussi peur. Ils font pas aussi peur que ce qu'ils ont l'air. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Il n'y a pas trop de problème. Donc, en termes de preuve de concept par rapport à ce que je vous avais présenté d'un point de vue mécanistique, on s'est intéressé en premier lieu à l'acylation par finalement déprotonation de liaison CH et en particulier du N-méthylindole. Donc, pourquoi ce substrat comme modèle et pas d'autres? Simplement parce que c'est lui qui avait été utilisé dans une publication dans Nature en 2015 et donc on était parti de ça. Donc, il s'avère que quand on utilise les diazènes silylés dont je viens de vous parler, donc dérivés du terbutyl, présence simplement de 10% molaire, donc une quantité faible catalytique donc du terbutylate de potassium, on obtient en environ 20 secondes, je mets moins d'une heure, mais en général c'est plutôt environ 20 secondes,
le produit de silylation correspondant, donc qui correspond à une silylation CH. Donc ça, c'est un peu ce qui est général, puisqu'on peut introduire à peu près tous les groupements silylés que je vous ai présentés avant, donc à la fois ceux dérivés avec des groupements hydrocarbyles, mais aussi les alkoxys. Donc ça a été démontré plus récemment, mais donc en fait, on a une très grande généralité qui vient du fait qu'en fait, la difficulté, c'est pas de créer la liaison carbone-silicium. Ça tolère du coup un grand nombre de groupements, hein. Donc là, je mets différents indicateurs stériques, mais grosso modo, on peut tolérer différents encombrements stériques, hein. Par exemple, je attire votre attention sur celui-là. 3 terbutoxy, c'est énorme en fait, comme groupement, et pourtant on l'introduit seulement avec 45%, mais c'est déjà conséquent. Petite note, petit détail sur les alkoxys, on pourrait se dire que si on génère des carbanions comme on a mentionné, l'alkoxy pourrait partir, mais ce qu'on a montré en fait avec l'amine, c'est que grosso modo on n'obtient quasiment jamais dans les conditions optimales les produits de bis-substitution, hein. Donc ça veut juste dire que le diazényl est un meilleur groupe partant, grosso modo, qu'un groupement alkoxy, par rapport à ce que j'avais mentionné. Mais du coup, ça veut dire que générer les carbanions, enfin carbanions TBU en l'occurrence ici, ça se fait bien même en présence d'autres groupements potentiellement partants. Donc dans la suite, ce que je veux faire, c'est pas vous montrer tout en détail, donc je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire avec cette méthodologie. Donc, elle est très générale d'un point de vue des substrats, donc des groupements silylés, je viens de le dire, mais des substrats aussi. Donc, on peut faire différents hétéroarènes, donc par exemple ici c'est juste comme celui d'avant mais avec un autre groupement protecteur. On peut faire aussi la silylation de fluoroarènes, essentiellement en ortho de groupement fluor. On peut aller sur des fonctionnalisations de liaisons CSP3H, benzylique et allylique, donc soit dans des dérivés du toluène, soit dans des alcènes. Il suffit qu'il y ait une position allylique des protonables. Donc on peut générer ainsi des basylsilanes ou des allylsilanes, des stéréochimies contrôlées par le substrat, et aussi des alcynylsilanes, c'est-à-dire en fait des alcynes vrais terminaux, donc protégés par un groupement silylé. Et ça, en présence ici, potassium. Parce que ici, le point, c'est juste de dire que cette méthode est très générale. Vous prenez un substrat, il y a une probabilité non nulle que cette méthodologie fonctionne par des protonations dans votre cas. Oups. Maintenant, donc, je ne vais pas vous présenter donc, la portée plus que ça. Par contre, je vais rentrer dans certains détails pour essayer de préciser des points clés de cette méthodologie et en quoi ça peut être vraiment utile par rapport à la littérature. Donc, une première application en fait, de cette méthode, c'est non pas de générer des monosilanes, comme je vous ai présenté avant, mais des gemdisilanes. Alex en a un petit peu parlé de l'intérêt d'avoir ce genre de choses, mais on a montré que lorsqu'on a un centre sp3 portant au moins 2 protons, on est capable de générer des gemdisilanes. Et ça, après, ça peut être utilisé dans pas mal de réactions. Donc comment ça fonctionne ? Si on prend par exemple ce dérivé du toluène, on a montré qu'en présence d'un excès du diazène, donc ici TMS ou SCH-IPR2, on est capable de générer les gemdisilanes. Donc on peut faire les monosilanes ou les gemdisilanes. Pareil sur les oléfines, on est capable d'accéder à ces motifs, même vous voyez ici, les deux côtés d'un dérivé de l'allylbenzène. Et ce qui était assez amusant, c'est que grosso modo, on peut aussi contrôler les choses en fonction des propriétés stériques du groupement silylé. Par exemple, si on essaye de faire le gem bis simplement en passant de SiMe3 à SiH3, ça ne fonctionne pas du tout. Et avec SiH3, on peut s'arrêter à la monosylation. Ça a permis en fait aussi de faire quelque chose qui probablement ne sert pas à grand chose, mais qui est quand même assez amusant, c'est de pouvoir introduire du coup 2 groupements différents sur le même carbone, 2 groupements silylés. Donc potentiellement avec des réactivités orthogonales gérées par le stérique. Donc ça, c'est possible de le faire. D'autres illustrations de l'intérêt, donc cette fois-ci toujours de la polysylation, mais pas sur le même carbone, sur différents sites au sein d'une même molécule. Donc si on prend par exemple cette phosphine, tolyl dérivé de la tris paratolylphosphine, on est capable en fait de silyler les 3 positions basyliques donc sur les tolyls. C'est quoi l'intérêt de ça ? L'intérêt, c'est que ça se fait très rapidement, en tout cas à température ambiante, il n'y a pas besoin de mettre en place de grandes choses. Et l'intérêt, c'est qu'on va modifier drastiquement les propriétés électroniques de la phosphine. C'est mesuré par le pK, en fait, ça corrèle avec... en tout cas, ça augmente la donation du phosphore, ça corrèle avec les paramètres électroniques de Tolman. Donc ça, par silylation CH, en fait, on peut
moduler propriétés électroniques d'une phosphine. Autre chose, ça c'est plus une application en synthèse organique, on peut exploiter ça pour faire la fonctionnalisation rapide de produits de départ très simples. Par exemple, si on prend le fluorotoluène, on a une position benzylique, une position phénylique, je ne sais pas comment on dirait. Grosso modo, on est capable, donc, en une seule étape, de générer 96% de rendement le composé bisilylé. Et là, on peut faire deux fonctionnalisations orthogonales. Donc, une substitution ipso en premier lieu donc, sur le carbone sp2, puis une addition de type Grignard en fait, à partir donc, du benzylsilane pour obtenir ce composé. À quoi il sert, je ne sais pas. En tout cas, a priori, on peut faire une fonctionnalisation rapide à partir du fluorotoluène, qui est un building block très simple et peu cher. Donc, une autre illustration, cette fois-ci à partir des allyles. Donc, on a montré que si on part d'un terpène naturel, donc périlylalcool, ici, qui comporte 5 sites allyliques potentiels, donc 5 liaisons CH potentiellement fonctionnalisables. On est capable, dans les conditions de la méthodologie avec le diazène silylé, d'obtenir sélectivement, donc après hydrolyse, simplement le produit de silylation ici en alpha de l'oxygène. Et en fait, ça, c'est lié à un réarrangement rétro-Brook 1,2. Si on compare avec des méthodes classiques de la littérature, donc typiquement pour former des carbanions dont on a parlé, donc ici le licor avec la TMP, c'est quelque chose qui est très utilisé en synthèse, notamment pour aller déprotoner des centres de type CSP3H. Donc ici, eux, ils génèrent essentiellement l'anion, grosso modo allylique, sur donc la position allylique du bas. Et après fonctionnalisation ici par du bord et oxydation, en fait, on a une fonctionnalisation orthogonale par rapport à ce que nous, on obtient. Ça illustre quoi? Ça illustre qu'il y a un intérêt intrinsèque à faire cette méthodologie d'un point de vue de la sélectivité sur une molécule relativement complexe. Je vais aller plus loin dans ces comparaisons avec les littératures en prenant des exemples très précis. Si on prend la 4-méthylanisole, donc un composé qui paraît très simple, il y a plusieurs difficultés potentielles pour introduire sélectivement le silicium sur une position plutôt que l'autre. Donc déjà, il y a deux positions qui peuvent être activées, soit la position benzylique, soit la position en ortho du méthoxy par donc une méthylation dirigée. Et en plus, dans les deux cas, c'est des positions qui sont faiblement acides. Donc il s'avère que si on utilise une des méthodes les plus, encore une fois, vous allez voir, les plus classiques dans la littérature et les plus sélectives pour aller faire de la silylation latérale plutôt qu'en ortho. Si on utilise cette méthodologie, en fait, après silylation, on obtient essentiellement la fonctionnalisation donc, de la position arylique. Si on utilise une méthode de l'état de l'art catalytique, donc en terbutylate, qui avait fait ce Nature dont je vous ai parlé avant en 2015, là il ne se passe pas grand-chose, même après 120 heures, et on a essentiellement, encore une fois, de la silylation ortho. Non, si on utilise notre système, qui est relativement simple, puisqu'en 4 heures à température ambiante, avec 10% molaire de terbutylate de potassium, on obtient cette fois-ci 84%, mais sélectivement, de silylation en position latérale. Une manière quand même assez intéressante, et puisque c'est très simple à mettre en œuvre, si on change juste le cation, on passe donc du potassium au sodium, on est capable d'avoir une inversion complète de sélectivité, et en particulier, on obtient 64% cette fois-ci de la silylation en ortho. Ça, c'est un exemple que à la fois ça diverge par rapport à la littérature, et en plus, vu que c'est une méthode catalytique, très simplement, on peut mettre en œuvre des variations qui peuvent mener à des variations de sélectivité très importantes comme ici. Un autre exemple par rapport à la littérature, donc là c'est vraiment plus une comparaison avec les méthodes de l'état de l'art pour la silylation CH et des métaux de transition, donc typiquement l'iridium ou le rhodium, on va le voir. Si on prend ce dérivé, donc fluoroarène, biphényle, fluorobiphényle, et qu'on veut silyler quelque part. Si on prend les meilleures méthodes de l'état de l'art pour la silylation liaison CH, donc typiquement basées à l'iridium, ça ne marche pas bien, il y a des problèmes de sélectivité, de régiosélectivité. Idem sur des méthodes au rhodium, telles que démontrées ici par Lee. Ça, c'est les conditions d'Hardwig qui ont été modifiées par Yorimitsu. Encore une fois, ça ne marche pas très bien, à la fois en termes de réactivité et de sélectivité. Si on utilise une méthode classique, bon, ce n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, si on met juste le butyl-lithium et qu'on piège le potentiel anion, donc l'organolithien correspondant, par un chlorosilane, ça ne marche pas du tout. Vraisemblablement parce qu'on a une élimination donc, du fluorure et on forme des benzines dont Louis a parlé. Si on utilise notre méthodologie,
pour introduire du coup ce groupement alkoxysilyle. Cette fois-ci, ça marche très bien. Donc encore une fois, ça montre que la méthode qui utilise les diazénsilylés, outre le fait qu'elle n'utilise pas de métaux nobles, une méthode de transition, en fait, elle permet vraiment de faire des choses qui seraient très difficiles à faire autrement. Donc pourquoi tout ça fonctionne par rapport à l'introduction, par rapport au concept que je vous ai présenté, en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'à partir des liaisons CH, on est capable de générer des dérivés organopotassés, donc ce qu'on appelle les carbanions. Et là, c'est vraiment le cas, ils ont une réactivité carbanionique, qui peuvent ensuite réagir pour donner des organostylates. Donc on a différentes preuves expérimentales pour la formation des organopotassium. Donc sur ce que je vais appeler des complexes de type sigma, on n'a que des preuves indirectes. C'est quoi une preuve indirecte? C'est mettre en place une réaction qui prouve qu'il y a bien un intermédiaire de type organopotassium qui est impliqué. Donc ça, il faut mettre en place des stratégies qui sont connues, mais par exemple, donc, si on prend un carbamate ici avec le fluor, et qu'on observe un réarrangement, qu'on appelle un réarrangement d'orthofreeze, c'est spécifique à des aryles métaux, plutôt que des aryles radicaux. Donc le fait d'avoir, dans notre cas, observé un réarrangement, prouve de manière indirecte qu'il y a effectivement application, lors de la transformation, d'un composé de type aryle-potassium. Mais ce qui a été vraiment décisif, c'est que toutes les études sur les composés donc benzyliques ou allyliques, là on a vraiment pu observer des espèces de type organopotassium. Donc par exemple des benzylpotassium ou des allylpotassium, des complexes pi-allyl ou pi-benzyl du coup. Ça on a pu les caractériser et les observer par spectroscopie, donc en RNA. Tout ça pointe vers la génération donc, de termutylpotassium, évidemment suffisamment basique pour métaller un grand nombre de liaisons CH. Donc l'idée, après ces travaux, qui continuent encore, parce qu'on n'a pas tout exploité, mais grosso modo, ça a été de se dire, si on génère un alkyle métal, on doit pouvoir faire autre chose que de la déprotonation, mais aussi de l'échange halogène métal, puisque c'était une des étapes classiques pour former des carbanions. Et vu qu'on génère des alkyles métaux, on doit pouvoir en tout cas transférer ça, notamment à des aryles, bromures, donc des bromures d'aryl ou des iodures d'aryl. Dans la littérature, il y a énormément d'agents qui peuvent être utilisés, d'agents organométalliques qui peuvent être utilisés pour faire ces échanges. C'est tous des alkyles métaux, mais grosso modo, tout ça marche très bien et vous utilisez celui que vous voulez en fonction de ce que vous avez à faire et de la sélectivité, etc. Ce qu'il faut noter, c'est que cette étape, en général, elle est rapide et surtout, elle est régiosélective. Donc, contrairement à de la déprotonation, ça peut être compliqué de contrôler où on va générer, par exemple, l'aryle métal par déprotonation. Ici, ça sera à l'endroit où il y a l'halogénure, typiquement. Et ce qu'il fallait noter, ou ce qu'il faut noter, c'est que l'implémentation de cette étape élémentaire de métallation dans un cycle catalytique, elle n'a jamais été réellement faite. Trouvez un exemple ici, mais où potentiellement il y a un mécanisme radicalaire de cyclisation. Donc on avait des premiers résultats, donc par exemple sur l'indole, on a vu assez rapidement que dans les conditions classiques de silation CH, outre la silation de la CH, on avait des produits qui provenaient de la silation, ou en tout cas de la fonctionnalisation du clivage de la liaison carbone-brome plutôt que CH. Ça indique que quand même c'était potentiellement possible. Donc après une optimisation que je ne vais pas vous détailler, ce qui a été possible de montrer en fait, c'est que plutôt que le potassium, il faut essentiellement utiliser le sodium ou le lithium, mais surtout pas le potassium pour que ça devienne un processus qui est facile et très efficace. Par exemple ici sur l'anisole, on peut rentrer différents groupements silylés avec donc le terbutylate de sodium comme initiateur. C'est orthogonal. C'est orthogonal donc, à toute la fonctionnalisation CH dont je vous ai parlé. Par exemple, on tolère une fonction CH dans un indole, une position benzylique en ortho d'un fluor ou une position donc, arylique en ortho d'un fluor. Bref, il n'y a pas trop de problème, c'est très rapide, c'est beaucoup plus rapide que les déprotonations. Et la tolérance fonctionnelle est améliorée par rapport aussi à ce qu'on avait observé en déprotonation. Et tout ça, en fait, c'est parce que c'est très rapide d'activer la CX, CBR par exemple, et ensuite d'aller la silyl. Deux applications rapides juste pour montrer l'intérêt. Donc, si on prend ce composé, un dérivé d'intérêt pharmaceutique, je dirais, si on utilise les méthodes classiques pour faire un échange, donc le N-butyl-lithium
piégé ensuite par le chlorure de triméthylsilyle. Ça ne marche pas du tout. Maintenant, avec notre méthode, désolé. Avec notre méthode, ça marche très bien, 93% de rendement isolé, et ça, après, on peut le convertir en iodure par silylation ipso. On peut aussi l'utiliser pour la diversification de polymères. Donc, par exemple, ici, le poly 4-bromostyrène. On peut remplacer tous les bromes, puisqu'il y en a énormément par chaîne polymérique, on peut remplacer tous les bromes par un groupement silylé. Ça, on peut imaginer plein d'applications derrière. Il n'y a pas de modification de la chaîne polystyrène, on a vraiment juste la fonctionnalisation de la CSP2-BR. Donc, pourquoi tout ça marche très bien? Donc, j'ai fait des calculs. Je vais aller assez rapidement, mais ce que je veux juste dire ici, c'est que tout est très rapide. Donc, après une initiation, a priori, on génère le tarbutylsodium qui donc, peut réagir avec le substrat, donc ici le bromure de phényl, par un échange de métal. Voilà l'état de transition. Donc, ici, la barrière, l'énergie associée à cet état de transition est relativement faible, parce que c'est seulement 13 kcal par mol au-dessus des réactifs. Ça génère de manière hexergonique le phénylsodium. On a une preuve indirecte, encore une fois, de sa formation, puisqu'on a un réarrangement d'orthofreeze à partir, cette fois-ci, non plus d'une CH, mais d'une CBr, ce qui est quand même assez rare, d'ailleurs, dans la littérature. On a ensuite la formation de la CSI, qui elle-même est rapide. En fonction des substrats, ça peut devenir l'étape cinétiquement déterminante. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une fois qu'on a passé ces deux étapes, tout est très rapide. Là, je n'ai pas détaillé tous les intermédiaires, mais grosso modo, une fois qu'on a formé cette CSI, la décomposition et la libération du produit, donc c'est rapide. Et la perte de N2, comme je vous avais indiqué tout à l'heure, est très rapide et très hexergonique, puisque là, moins 30 à moins 56, je vous disais une force motrice d'environ moins 30 kcal par mol. On est à peu près dans ces eaux-là, même pour générer un carbanion tertiaire. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Donc voilà pourquoi en fait, tout marche très bien et c'est orthogonal en CH, tout est très rapide. Donc, ce qui était surprenant, et je finirai là-dessus, c'est quand même qu'on avait compatibilité entre le sous-produit qu'on génère, le bromure de terre-butyl et des dérivés anioniques de ce type-là. Et en fait, il y a une compatibilité tout simplement parce que le cycle, en fait, tout est plus rapide. Mais si on passait au iodure, et ce qui était surprenant au début, c'est qu'en fait, on a des moindres conversions, etc. Donc, ce qu'on estime, c'est que maintenant, il y a une moindre compatibilité entre les composés anioniques et le iodure de terre-butyl quand on part d'un iodure d'aryl, tout simplement parce que notamment des éliminations de type E2 deviendront plus rapides sur un iodure que sur un bromure. Voilà. Donc ce qu'on peut faire en générant des carbanions finalement à partir de silyldiazène, c'est des additions avec les aryles et aussi toute la chimie stoichiométrique, grosso modo, transposée dans un régime catalytique, donc déméthylation de liaison CH, de liaison CX, pour faire ici des organosilanes et aussi d'autres choses. Donc voilà, je vais conclure là. Donc, bref, on a transposé une chimie stoichiométrique de silylation en une chimie catalytique de silylation en utilisant la génération de carbanions par déshydrogénation. Je vais terminer en remerciant donc, tous les étudiants qui ont été impliqués. Donc Baptiste, Chuyan pour la première partie, Lamine, Yann et Chenao qui est resté 6 mois avec nous, Thomas sur l'échange halogène métal. Je vais remercier évidemment ceux qui financent la recherche, donc l'ANR en particulier et la Satlutech qui a été très importante. Je remercie Louis pour tout, même donc pour ces dernières années, pour l'invitation aujourd'hui. Et puis je vous remercie, vous, pour votre attention. Merci.